Quelque chose bouge au bord de ton terrain. Tu ne l'entends pas. Tu ne le vois pas. Quand tu le repères enfin, c'est déjà dedans. Ce soir, je vais te montrer exactement comment fabriquer une alarme périmétrique, avec une seule boîte de conserve, 40 centimes de gravier et 6 $ de fil de pêche. En 5 étapes, sans rien utiliser que tu ne puisses trouver dans les 20 prochaines minutes. La 5e étape, je la garde pour la fin. C'est la configuration exacte qu'utilisaient que les soldats américains au Vietnam, celle qui rendait ce piège impossible à enlever sans le déclencher. Celle-là, tu vas vouloir la voir jusqu'au bout. Tu es dans ta cuisine. Il y a une boîte de soupe vide sur le plan de travail. Tu allais la jeter. Là, tout de suite, c'est tout le système d'alarme dans ta main. Et sa première pièce ne te coûte rien. N'importe quelle boîte en acier fait l'affaire. Soupe, haricots, café, tomates. Il faut du métal, pas du plastique, parce que le métal résonne. Il vibre et projette le son comme une cloche, en l'envoyant bien plus loin qu'une surface plastique mate et étouffée. Prends un clou et un marteau, puis perce 2 petits trous exactement l'un en face de l'autre, un de chaque côté de la boîte, à environ 1 pouce sous le bord ouvert. Ce sont tes passages de fils. Tout ce que fait cette alarme passe par ces 2 trous. Vois la boîte comme une caisse de résonance. Les trous sont l'entrée du signal. Le corps métallique creux l'amplifie et le projette. Une enceinte sans caisse sonne maigre et faible. La boîte, c'est la caisse. Voilà le premier indice sur la configuration Vietnam. Ces 2 trous ne servent pas seulement d'entrée, ils portent la charge. La façon exacte dont le fil y passe est la vraie raison pour laquelle ce piège ne peut pas être neutralisé en silence. Tu verras pourquoi à la fin. Le manuel de survie de terrain de l'armée américaine cite les pièges sonores improvisés à partir de contenants trouvés sur place comme outil d'alerte précoce de base dans tout environnement où les capteurs électroniques manquent ou ont lâché. Ce n'est pas une astuce de campagne, c'est une doctrine militaire consignée noir sur blanc. Mais une boîte simplement percée, c'est la version la plus faible de cette alarme. Une boîte vide, suspendue à un fil, produit un seul clang plat, puis plus rien. Un seul clang dans le noir à 2 heures du matin, ton cerveau endormi l'excuse et l'ignore. Ce qu'il y a dans la boîte détermine si ce système te réveille vraiment, ou laisse un intrus prudent passer à côté sans conséquence. Imagine, tu suspends la boîte vide à un fil. Quelque chose la heurte dehors, dans le noir. Elle fait un seul petit clang, une demi-seconde de son, puis le silence complet. Tu dors dans la chambre du fond. Tu ne l'entends pas. Tu ne sauras jamais que quelque chose a bougé dehors. Avant de fermer ou suspendre quoi que ce soit, remplis la boîte à 1/3 avec du petit gravier libre, des cailloux dallés, des capsules métalliques, des rondelles en acier prises au rayon quincaillerie, des haricots secs en dépannage, n'importe quoi de petit, dur et mobile, capable de rebondir librement contre les parois métalliques. Quand la boîte bouge, ces objets ne frappent pas la paroi une fois pour s'arrêter. Ils se mettent en cascade, ils ricochent encore et encore sur les surfaces intérieures pendant 3 à 5 secondes pleines de cliquetis continus et irréguliers. C'est la même physique qu'une maraca, instrument de percussion latino dont le son vient entièrement de petits objets qui frappent sans arrêt les parois internes, pas d'un choc extérieur. Le cerveau humain traite un bruit irrégulier soutenu au-dessus d'un certain volume comme une menace active qui demande une réaction. Un impact unique, le cerveau endormi le classe comme bruit ambiant et l'écarte. 4 secondes de cliquetis continus, il ne peut pas les écarter. Des recherches de l'US Army Research Laboratory ont montré que des motifs sonores irréguliers et soutenus provoquent un réveil fiable chez des adultes endormis en moins de 4 secondes, contre 11 secondes pour des sons à impact unique au même niveau sonore. Voici l'indice suivant sur le montage Vietnam. Les soldats remplissèrent la boîte avant de la fermer. Et ils la fermaient complètement. La raison change le comportement de cette alarme sous la pluie, dans le froid et sur sol mouillé, exactement les conditions que tu as le plus de chances d'affronter quand tu en as vraiment besoin. Ce détail arrive à l'étape 5. Le gravier crée le son, mais le son ne t'aide que s'il peut t'atteindre. Et il y a une condition, la plus courante dans une vraie urgence, qui te met à l'intérieur pendant que la boîte est à 30 pieds de dehors, et cette distance plus les murs, plus le bruit ambiant avaleront tout ce que cette boîte produit avant que ça n'arrive à tes oreilles. C'est le problème que l'étape 3 est conçue pour résoudre. Ta boîte est chargée et prête. Maintenant, il faut la relier à quelque chose. Tu fais le tour de ton terrain et tu le comprends tout de suite. Tout ce qui est visible, cordes colorées, chaînes, fils qu'on voit en plein jour, dit à n'importe quel intrus exactement où passe la ligne d'alarme. Il l'enjambe, il la contourne. Tout ce que tu viens de fabriquer devient de la déco. Fais passer du fil de pêche monofilament de 20 livres, un fil de nylon transparent, presque invisible à l'œil nu en faible lumière, dans les 2 trous que tu as percés dans la boîte. Tends-le bien pour que la boîte reste suspendue au centre de la ligne, pas pendue à une extrémité. Ça s'appelle la méthode en passage traversant.
Et c'est l'inverse de ce que la plupart des gens font d'instinct. La plupart attachent la boîte au bout d'une seule ligne. Donc, quand la ligne bouge, la boîte part dans un sens une fois puis s'arrête. Quand la ligne traverse la boîte, entre par un trou et ressort par l'autre, la boîte se retrouve au centre d'un système tendu et chargé. La moindre perturbation, où qu'elle soit sur la ligne, atteint la boîte des deux côtés en même temps. La boîte ne se balance pas une fois. Elle claque, pivote et vibre violemment. Imaginez un funambule debout au milieu d'une corde. Chaque vibration venant des deux extrémités lui arrive directement en même temps. Quelqu'un placé à un bout de cette corde ne sent une perturbation que d'un seul côté. L'invisibilité vient de l'ensemble. La ligne est transparente. La boîte, placée bas dans l'obscurité ambiante, se fond dans le sol et les débris autour. La nuit, sans faisceau direct de lampe torche, l'ensemble devient pratiquement invisible pour quelqu'un qui avance d'un pas prudent. Encore un indice. Dans la configuration vietnamienne, la ligne n'était pas seulement invisible à l'œil, elle était impossible à suivre au toucher. Autrement dit, un soldat ennemi qui la touchait par hasard ne pouvait pas la remonter avec les doigts pour trouver son point d'ancrage ni comprendre comment la couper sans risque. La raison tient à la façon dont les extrémités étaient passées dans le sol et non posées à sa surface. Vous y êtes presque. La ligne est passée. La boîte pend sous tension au centre. Vous attachez les deux bouts aux supports les plus proches. Un montant de clôture d'un côté, un arbre de l'autre. Vous rentrez. À 3 heures du matin, quelque chose bouge dans le jardin. Un bout de ligne tire légèrement sur le montant, le nœud glisse, la tension cède, et la boîte tombe tout droit au sol sans faire le moindre bruit. Le système a échoué. En silence, sans rien vous signaler. Enfoncé à chaque extrémité terminale de la ligne, un piquet d'ancrage dédié, morceau de fer à béton, piquet de tente en bois dur ou grosse branche taillée en pointe à 45 degrés, sur au moins 15 cm bien droit dans le sol. Fixé avec un nœud de taquet, ce montage en 8 que les marins utilisent pour amarrer une haussière sur un taquet de quai. Il tient parce qu'il se serre davantage sous tension, au lieu de se relâcher comme un simple nœud plat sous charge continue. Une ligne attachée à une structure existante subit tout ce que cette structure fait. Une clôture plie au vent, un arbre se balance. Dans les deux cas, ça crée du mou, et du mou veut dire que la boîte bouge sans que la ligne bouge, sans aucune alerte. Un piquet d'ancrage dédié planté dans la terre transfère directement la tension de la ligne au sol lui-même, qui ne plie ni ne se déplace. Sous charge, le nœud de taquet se comprime sur lui-même. Plus ça tire, plus la liaison se resserre. Il ne glissera pas pendant la nuit. Il ne se relâchera pas sous la pluie. Il ne se déclenchera pas pour rien avec le vent, parce qu'une ligne parfaitement tendue oscille bien moins qu'une ligne lâche. 4 étapes sont faites. La boîte est chargée, scellée, traversée par la ligne et solidement ancrée aux deux extrémités. Là, ce système piège quelqu'un de négligent. Quelqu'un qui va vite, ne fait pas attention, ne regarde pas en bas. Mais les négligents ne sont pas la menace qui empêchait les soldats de dormir au Vietnam. La menace, c'était quelqu'un de patient. Quelqu'un de lent, quelqu'un qui savait déjà que les alarmes à fil piège existaient et avançait justement pour les éviter. L'étape 5 a été pensée pour cette personne, et elle utilise exactement les mêmes $7 de matériel que vous avez déjà en main. Voici tout ce que vous savez déjà sur la configuration vietnamienne. Les 2 trous portant la charge, ce ne sont pas juste des points d'entrée. La boîte a été remplie avant d'être scellée. La ligne passe par les 2 trous, passage traversant, pas attaché à une seule extrémité. Les 2 piquets d'ancrage sont fixés directement dans le sol. Et le système était invisible la nuit, d'une façon qui allait au-delà de la simple ligne de pêche transparente. Vous êtes à une phrase de comprendre exactement ce qui le rendait impossible à retirer sans le déclencher. La voici. Nous sommes en 1967. Une escouade d'infanterie américaine installe une position pour la nuit dans les hauts plateaux du centre du Vietnam. Pas de lumière, pas de bruit, pas d'électronique. Ici, un fil piège à hauteur de genou ne sert à rien, parce qu'un soldat ennemi entraîné, avançant lentement et avec précaution, fait d'abord glisser son pied au sol avant de le lever, un pas volontairement prudent qui détecte un fil au niveau du tibia avant de l'actionner et lui permet de l'enjamber sans contact. Donc la ligne se met à hauteur de cheville, à 10 cm du sol, et la boîte se met au ras du sol, ni suspendue ni surélevée, posée directement sur la terre, calée dans les débris naturels déjà sur place. Feuilles, écorces, terre meuble. Les lignes partant de chaque côté de la boîte passaient dans de courts tronçons de bambou creux, ou, en version moderne, n'importe quel tube rigide, enterré juste sous la litière de feuilles, pour donner l'impression que la ligne sortait du sol, au lieu de courir visiblement en surface. Impossible de voir où elle commençait. Impossible de voir où elle finissait. On ne pouvait voir que la boîte, et seulement si on savait déjà exactement quoi chercher. Maintenant, essayez de la neutraliser. Si vous repérez la boîte et tentez de la soulever,
Les deux lignes d'ancrage se tendent en même temps et la font vibrer bruyamment. Si vous localisez une ligne au toucher et la coupez, l'autre côté reste sous tension. La libération soudaine sur le côté coupé fait tomber la boîte et la fait cliqueter. Si vous essayez d'enjamber la boîte sans la toucher, la ligne à hauteur de cheville, côté opposé, accroche votre botte en descendant. Aucune direction d'approche ne permet de l'éviter. Ce n'était pas un accident. C'était tout le principe. Pas un piège pour les imprudents. Un piège sans angle d'attaque sûr, même pour les prudents. Parlons de la boîte scellée. Au sol, en jungle, une boîte ouverte se remplit d'eau de pluie en 1 heure. Des gravillons mouillés dans l'eau ne cliquettent pas. Ils bougent lentement, produisent un bruit sourd ou aucun son. Les soldats scellèrent leurs boîtes avant de les poser. Du ruban électrique serré sur le bord, les trous pour le fil écrasés autour de la ligne elle-même. Les gravillons restaient secs. L'alarme restait fonctionnelle des jours sous la pluie. Version moderne. Utilisez une boîte à café, son couvercle plastique remis après avoir ajouté les gravillons. Passez la ligne dans des trous percés dans le couvercle et le fond, parfaitement alignés, pour garder le corps intact. Serrez les trous autour de la ligne avec une pince pour empêcher l'eau d'entrer. Coût total, moins de 7 $ dans n'importe quel magasin de bricolage, ou à 1 $, ligne, gravillon, piquet et boîte inclus. Voilà ce qu'ont conçu des soldats sans budget électronique, face à un ennemi patient, entraîné et méthodique, dans une jungle 50 ans avant le premier détecteur de mouvement grand public. Ça marche encore aujourd'hui pour la même raison. La physique de la tension, du son et du contact au sol n'a pas de mise à jour logicielle. La boîte, les gravillons, la ligne traversante, les piquets d'ancrage et cette configuration scellée au sol, à double ancrage, qu'une personne prudente et entraînée ne peut approcher par aucun côté sans la déclencher. Voilà l'astuce complète. 7 $. 45 minutes pour l'installer. 0 pile. 0 dépendance à un signal. 0 point de défaillance électronique. Une boîte bien conçue fait ce qu'un projecteur à détection de mouvement ne peut pas. Elle fonctionne pendant une coupure, sous la pluie, et on ne peut pas l'enjamber même en la connaissant. Si cela change votre vision des 60 premières secondes face à une réelle menace, partagez-le avec quelqu'un qui en a besoin. L'algorithme ne montre ceci qu'aux personnes prêtes à le voir, si vous l'aidez à les atteindre. La configuration complète de périmètre pour 72 heures, chaque couche préparée avant ce soir, est déjà sur cette chaîne. Soyez prêts.